C'est-à-dire valeureux ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, honorables membres du Conseil national de transition, envoyés spéciaux de son Excellence Malick Diaw, Monsieur le gouverneur de Ségou, Monsieur le gouverneur de la région, les gouverneurs sont tous en transition sur Mopti, mais ils ont voulu honorer leurs collègues en assistant à cette cérémonie. Ils vont tous à Mopti pour préparer la biennale. Ils ont tenu à assister à cette cérémonie. Honorable consul honoraire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le maire de la commune urbaine de Ségou, Mesdames et Messieurs les agents de développement régional, notabilités coutumières et religieuses, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie par intérim, Monsieur le président des conseils consulaires du Mali, Monsieur le conseil du patronat national du Mali, Monsieur l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, qui honore, je crois, tout notre pays en se présentant et suivre, ça veut dire qu'il veut savoir qu'est-ce que vous pensez, et je crois que c'est une très bonne chose. Tous les hommes politiques doivent s'intéresser à ce genre d'événements. Mesdames et Messieurs les opérateurs, distingués invités, je voudrais rendre grâce à Dieu et implorer son pardon et sa miséricorde pour nous avoir permis de nous rassembler en ce mois béni de Ramadan à l'occasion du Forum économique de Ségou. Je voudrais féliciter au passage les présidents de la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali, Sempara, et le président de la Chambre régionale, en initiative desquels ce forum aussi important, si important pour le gouvernement du Mali soutient. Dans le contexte et à la suite du message adressé à la communauté musulmane par son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, j'ai l'insigne honneur de représenter à cette tribune. Je voudrais formuler à mon tour des vœux ardents de bonne santé pour tous les musulmans et prier Allah qui leur facilite l'accomplissement de leurs obligations religieuses, le retour de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité dans notre pays, le Mali. Permettez-moi, mesdames et messieurs, également de m'incliner devant la mémoire de nos voyants hommes en tenue, de tous les civils, militaires, étrangers et maliens, tombés pour la cause de notre pays depuis 2012. Pour toutes ces victimes, mesdames et messieurs, je prie Dieu le Tout-Puissant et vous demandez de prier avec moi pour le repos éternel de leur âme. Tout en me félicitant de la qualité du partenariat entre l'État et le secteur privé, je voudrais saisir cette occasion au nom du président de la transition pour lancer un appel pressant à tous les opérateurs économiques, notamment aux commerçants, sans distinction de catégorie, pour qu'ils facilitent l'accès aux denrées de première nécessité à la population afin de leur permettre d'accomplir sereinement leurs obligations religieuses. Mesdames et messieurs, notre pays, avec l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers, a entrepris depuis quelques décennies de profondes réformes au plan politique, économique, visant la libéralisation de l'économie nationale et à faire du secteur privé le moteur de la croissance économique et du développement, à responsabiliser davantage les communautés à la base, organisées en collectivité territoriale dans le cadre d'une décentralisation administrative. L'État s'est recentré sur la régulation et l'impulsion de l'activité économique. À cet égard, plusieurs politiques et stratégies sectorielles
ont été adoptés par le gouvernement dans le souci d'une bonne coordination des efforts de l'ensemble des acteurs. Il s'agit entre autres de la politique du développement agricole, la politique du développement industriel, la politique nationale de développement du commerce et la stratégie nationale de développement des exportations. Ces politiques ont comme point de convergence une bonne organisation de l'activité de production et de commercialisation autour des filières porteuses, la résolution des problèmes liés aux infrastructures et le financement des activités. Par la loi d'orientation pour l'aménagement du territoire adoptée en 2017, le gouvernement fixe le cadre et les instruments pour le développement harmonieux du territoire national. Il donne aux activités décentralisées et aux acteurs du secteur privé des outils de planification du développement au niveau régional, local et communal. Mesdames et messieurs, le présent forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une opportunité pour le secteur privé malien de s'approprier l'ensemble des politiques et stratégies publiques, mais aussi et surtout les plans de développement adoptés par le gouvernement et les activités territoriales pour impulser le développement économique de notre pays en général et de promouvoir la participation du secteur privé en particulier. Il est pour moi et pour le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger un cadre d'écoute du secteur privé à la matière dont sur la manière dont il compte contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et plans de développement conformément à l'objectif général assigné au présent forum, à savoir l'opérationnalisation des filières porteuses des régions en vue de réaliser des pôles de développement économique. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, honorables invités, la tenue du présent forum cadre parfaitement avec les missions assignées à la Chambre de commerce et d'industrie, notamment l'organisation et la représentation professionnelle, personnes physiques et morales, exerçant dans les différentes branches de l'activité commerciale, industrielle et les services, d'une part, et la proposition au gouvernement de toutes mesures, avis et informations favorisant le développement des activités de ces ressortissants dans les domaines du commerce et des industries d'autre part. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom du président de la transition, saluer et féliciter les membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour cette heureuse initiative, première du genre, et l'encourager à poursuivre cette voie afin d'assurer efficacement son rôle d'interface entre l'État et ses ressortissants. Aussi, je voudrais vous assurer que l'accompagnement du gouvernement de transition ne fera pas défaut et toute l'attention requise sera accordée aux conclusions de votre forum. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je viens de vous lire le discours officiel, mais je suis un ancien ministre de l'Industrie du Commerce. Je vais vous parler cette fois-ci du fond du cœur. Vous savez, en 2003, certains peut-être sont dans la salle, j'ai convoqué le matin de bonne heure 4 opérateurs économiques. Il se demandait même pourquoi le ministre les convoque. Il s'agissait de Feu Amadou Digué, Feu Bakore Silla, Yonke Arnangori et Modibo Keita. Des importateurs, import-export. Ils sont venus dans mon bureau, ils se sont assis. Ils attendaient, qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur ai dit ceci. Nous avons été mis à cette place pour aider le président à réussir sa mission. Je sais, d'autre part, que l'État est le principal acteur économique dans notre pays. J'ai dit à Digué, vous êtes étiqueté au Mali comme un proche de la famille du général Moussa Traoré qui est en détention. J'ai dit à Bakore Silla, vous êtes étiqueté au Mali comme proche de Feu Soumaïla Cissé.
En ce moment, il vivait, il était à Ouagadougou. J'ai dit à Dionker Nangoré, vous êtes étiqueté comme étant proche de Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son nom. Et j'ai dit à Modibo Keïta, vous êtes étiqueté au Mali comme étant proche de ATT. Donc tous ceux qui ont dirigé notre pays. Ce que je voudrais vous dire, en tout cas, tant que moi je suis ministre de l'Industrie et du Commerce, il n'y aura pas de préférence entre vous. Que le meilleur gagne. Personne ne sera persécuté ou bloqué parce qu'il est considéré comme proche de tel ou tel leader. Je ne sais pas, certains d'entre eux ne sont pas de ce monde, mais vous pouvez demander à ceux qui sont vivants. Et j'ai levé la science. Ils étaient tout à l'aise parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus grave. Et ils ont appris la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de discrimination entre eux. La deuxième chose que je leur ai dit, dites, vous êtes des imports-exports. Vous bénéficiez souvent des exonérations de l'État. Ce qui est bien pour notre pays, dans 5 ans, dans 10 ans, transformer 25%, 50%, 75% de vos exonérations en activité économique dans le pays, pour créer des richesses ici. Parce que l'achat des produits à l'extérieur, c'est bien pour nos services de porte, mais globalement pour le pays, il vaut mieux investir. Je constate heureusement aujourd'hui qu'il y a un d'entre eux qui a des usines qui cultivent la pomme de terre, qui cultivent le riz. Bon, les Maliens peuvent critiquer, mais vous savez, le grand problème dans notre pays, c'est que ceux qui créent les richesses, ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui consomment. Donc il faut de plus en plus qu'on crée les richesses. Ensuite les distribuer. Qui les crée? C'est vous, les opérateurs économiques. Vous voyez à l'école, tout le monde dit adéquation, école, emploi. Et parce que les étudiants, c'est comme tout le temps, c'est comme l'eau, il va là où c'est facile. Près de 90% de nos étudiants, ils sont dans les filières de consommation, marketing, économie, gestion, avocat, c'est des bonnes matières, mais qui crée les richesses? Récemment, on a cherché à enlever un ingénieur en aéronautique avec un salaire peut-être 10 fois plus élevé que les autres. Les génies civils, les constructeurs, là où on crée les richesses, l'agriculture qui est la principale ressource du Mali. Il y a un opérateur ici, je ne vais pas faire de jaloux, je ne regarderai pas devant lui. J'ai vu sur les vidéos qu'il a développé une théorie où il disait qu'il cultive les concombres, au lieu de mettre l'argent dans des maisons dont la location vous revient en 50 ans. En 2-3 ans, vous avez 50 millions dans votre champ, vous nourrissez la population et vous êtes riche. Il est dans la salle ici, je ne vais même pas regarder vers lui, je ne vais pas faire de jaloux. Mesdames et messieurs, mon soutien aux opérateurs économiques, ce n'est que votre poids. Vous savez, quand notre pays a été soumis à l'embargo, moi j'ai des grands amis qui sont dans les grandes banques internationales qui m'ont dit qu'ils ont pensé que la bombe atomique est tombée sur le Mali. Effectivement, un embargo total, c'est comme une arme dissuasive. Il vaut mieux ne pas l'utiliser parce qu'une fois qu'on l'utilise, on voit ses limites. On l'a utilisé contre le Mali en lui donnant 10 jours, une semaine pour s'effondrer. Mais aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers, tous les Africains sont fiers des Maliens qui ont pu tenir. Pourquoi on a tenu? Nos militaires se battent au front, ils meurent, mais aujourd'hui, il n'y a pas une partie du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller traquer les ennemis du Mali. La dernière fois, lorsqu'on a libéré un otage qui a été pris ici au Mali, dans un pays voisin, dont le chef d'État critiquait beaucoup notre ancien président parce qu'il libérait les otages au perron de Koulouba. Il s'est donné comme tâche de libérer les otages pour la réconciliation, libérer les prisonniers terroristes. Mais ils sont allés faire plus de mal. Celui qui a été libéré a été remis là-bas, c'est sur le perron de la présidence qu'on nous l'a montré. Mais ce que beaucoup ne savent pas, il a été enlevé au Mali, ses adversaires ont été affaiblis au Mali, et c'est un Malien qui a travaillé à sa libération. Et beaucoup ne le savent pas.
Parce que vous avez deux groupes terroristes au Mali, le JINIM et l'EGS, qui a matraqué le JINIM dans beaucoup de lieux. Mais une semaine avant la libération, les autres ont préparé l'opinion publique en disant qu'un soi-disant journaliste interviewe un dirigeant d'Al-Qaïda au Mali, donc le JINIM. C'est comme si CNN donnait la télé à Osama Ben Laden. C'est ce qui se faisait parce que c'est un patron du JINIM qui parlait sur cette télé. Et le journaliste nous dit qu'il est en contact avec lui. Et le monsieur dit la balle est dans le camp de votre pays. Ça, c'était pour préparer les esprits. Parce que les négociations ont presque abouti en ce moment. Et une semaine après, il a été libéré. Et tout le monde a vu les dégâts que l'armée a fait sur le JINIM, qui était venu en Déliman. Ils ont été détruits là-bas. Ceux qui ont fui aller se cacher, les drones les a suivis, aller se regrouper sous un arbre. On les a détruits. Ceux qui restaient sont allés se cacher quelque part. On a levé un avion de Gao, un chasseur qui allait les détruire encore. Totalement affaibli. Mais on ne parle pas beaucoup. Parce que nos dirigeants, les militaires là, ils ne parlent pas beaucoup. C'est ça la nature même du militaire. Mais c'est bon que vous le sachiez. Nous sommes fiers de notre armée aujourd'hui. J'ai vu une vidéo de propagande où on dit que c'est l'armée d'un autre pays qui a été libéré les otages. Les Maliens ne pouvaient rien. C'est le contraire qui s'est passé. Nous avons les preuves parce que tout ce que nous faisons, nous enregistrons pour l'histoire. Celui qui dit non, devant l'auditeur qualifié, on lui présente les preuves. Mais s'il ne parle pas, nous ne dit rien. Mais sachez très bien qu'aujourd'hui, les militaires ont restitué au Mali sa dignité, mais ils nous ont donné notre confiance. Et j'ai dit qu'un peuple qui a confiance peut tout faire. Et c'est ce que vous avez démontré en 2002. Vous, ce que je vous appelle les fantassins de l'économie, les opérateurs économiques. Et les services de l'État qu'on appelle les services de l'assiette, que j'appelle les soldats de l'économie. J'ai voulu vous rencontrer spécialement pour vous féliciter. Quand le ministre m'a informé de la tenue de ce forum, c'est l'occasion rêvée. Ce n'est pas la peine d'organiser une audience. Il faut faire d'une pierre deux coups et vous dire, nous avons tenu l'embargo. Notre armée a tenu l'embargo. Nous avons tenu des discours de confiance aux Maliens. Parce que notre économie ne s'est pas effondrée. L'économie ne s'est pas effondrée, pourquoi? Grâce aux fantassins de l'économie que vous êtes et à nos services de la CEP. Donc je suis venu vous encourager. Notre président a dit récemment dans un discours en Bamana, Beki Gyoyora, que les opérateurs économiques fassent les affaires, que les militaires se battent, que les hommes politiques discutent, que ceux qui collectent les infos collectent les impôts et que le gouvernement gère au mieux. Et pour vous donner quelques exemples, juste pour votre propre compréhension, récemment, je suis allé à Mopti. Dans les visites guidées qu'on m'a montré, on m'a amené dans une usine. J'ai pris l'opérateur là à côté, je crois qu'il s'appelle Ousmane Sissé. J'ai même demandé qu'il vienne ici s'il peut. J'ai dit, mais comment vous faites? Il dit que lui, il achète du matériel agricole, il m'a montré. Il achète des engrais qu'il prête aux paysans. Au lieu de bazarder leur culture, il les achète en période de vaches grasses et il les revend à des prix relativement acceptables. Moi, je suis un fils de paysan, je sais comment nous faisions. Quand on a les récoltes là, on vend tout, les gens se marient, on achète des motos, des bonbons, des papiers colorés, et puis 3 mois après, on retombe dans la précarité, dans la famine. Mais s'il y a quelqu'un qui peut acheter et stocker chez lui pendant un temps, et nous revendre à un prix, ça vaut mieux que de dépendre d'un pays qui va nous menacer, qui met l'embargo, qui affame notre population. J'ai tenu personnellement à le féliciter parce que tous les paysans n'ont pas les moyens d'acheter le matériel agricole. S'il y a quelqu'un qui peut leur prêter ça pour 2-3 mois, 2-3 ans, tout le monde ne va pas aller bazarder son riz ou son mil au marché.
qui peut le vendre à un prix raisonnable, bien sûr, il le rachète plus cher parce que le commerçant, ce n'est pas pour la mosquée qui va faire le commerce. Sinon, il vaut mieux être un imam. Il va pour avoir un bénéfice. Mais ce n'est pas exagéré. Et puis, c'est dans notre pays. Même si on ferme les frontières, lui aussi, il va vendre sa céréale. J'ai tenu à le féliciter personnellement. Parce que, il dit les hommes politiques qui ne font pas attention aux opérateurs économiques, à leurs préoccupations, et aux militaires, il parle dans le vent. Il fait du bruit. Parce que si la population a faim là, la même population qui vous applaudit aujourd'hui va se lever demain et vous jeter des cailloux. Donc il vaut mieux donner une attention particulière au monde des affaires et aux militaires. Un pouvoir politique qui n'est pas adossé à un pouvoir kaki, c'est une feuille volante. Un pouvoir militaire qui n'est pas appuyé sur une politique visionnaire. Ce ne serait que des soldats comme comment on l'appelle, tireurs sénégalais. Il leur faut une vision politique. Et la politique doit être adossée à des militaires éclairés. Beaucoup pensent que les militaires ne comprennent pas. Ils font les mêmes écoles que nous. Il y en a qui vont être militaires après l'ENA. Ils font les mêmes analyses. Sauf qu'ils sont spécialisés en stratégie plus que nous. Donc, mais tout ceci là, ils ne comptent que lorsque dans le pays il y a à manger, il y a à boire, quand le pays est défendu. Donc, Beki Yoyora là. Et je suis venu vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Nous avons tenu l'embargo grâce à Dieu, grâce au peuple, grâce à certains services de l'État, mais grâce aux opérateurs économiques. Et récemment, je ne sais pas si vous avez écouté la télévision, moi j'écoutais tous les jours les journaux. J'ai entendu lorsque la grande commission mixte Côte d'Ivoire-Mali s'est réunie. Mais notre frère ivoirien, le directeur adjoint de la coopération internationale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en substance, que les exportations, le commerce avec le Mali a tourné autour de 900 milliards. En 2022, augmentation de près de 45% par rapport à 2021. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? 2022, c'est l'année de l'embargo. Beaucoup étaient là, oui, il faut faire attention, il faut faire l'embargo, il ne faut pas faire. Vous savez, les peuples ne sont pas d'accord avec l'embargo. C'est ce que les peuples ont montré. Mais qui a fait ça? C'est les opérateurs économiques maliens et ivoiriens. On nous a laissé entre nous les politiques en train de régler nos problèmes. Mais ils faisaient leurs affaires. Moi, je parlais au vice-président, au premier ministre, à la brave ministre des Affaires étrangères, qui a fait un accident récemment, il lui souhaite prompt rétablissement. Le président parlait à son homologue ivoirien, mais il y a d'autres qui étaient en train de crier embargo, embargo. Vous avez vu? Les peuples disent non, eux ils veulent faire leurs affaires. Quel Malien aurait pensé qu'en 2022, le commerce entre le Mali et la Côte d'Ivoire a augmenté de 45%? Peu de Maliens allaient croire à ça. Mais c'est un Ivoirien qui est venu le dire chez nous. Donc, moi je prends pour l'argent comptant, on ne l'a pas payé pour le dire. Il a dit ce qu'il pense, c'est pour montrer la nécessité pour nos pays de collaborer, de travailler ensemble. Vous avez vu l'argent des Maliens. Je vous dirai en gros comment il a été géré. Pourquoi nous avons tenu? Il y a votre travail, il y a le travail des soldats de l'économie, mais il y a la gestion aussi. Je vous donne juste quelques chiffres. Le Mali s'est avéré le premier client de la Côte d'Ivoire en 2022. Et le deuxième partenaire commercial, la même année. Qui pouvait croire à ça? Vous savez, leur ministre, quand on discutait, c'était chaud. Il y en a qui dansaient dans les rues, embargo au Mali et ailleurs. Un jour, elle m'a dit, vous savez, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des frères. Comment on dit en Bambara? Chichi Bogouli Matemene. Comment on dit en Bambara? Elle a donné le premier parce qu'elle parle bien le doula. Kabe Chichi Matemene. Effectivement, quelques temps après,
On m'a mené à Sarabou. Et puis, les affaires ont continué. Voyez-vous, dans notre pays, souvent, on ne connaît pas notre valeur. Et ça nous fait perdre confiance. Il faut avoir confiance aux hommes et aux femmes qui font les affaires au Mali. Vous savez, dans nos pays, on dit ministre de l'économie et des finances. Souvent, ils sont plus ministres des finances que ministres de l'économie. Parce que les subventions qui ont été apportées à la CNDT en 2021, n'eût été ces subventions, ce secteur allait s'effondrer. Si on avait une analyse purement financière et comptable, on allait dire non, mais pas ces subventions. L'économie allait s'effondrer. Mais quand le coton marche, les motos marchent, les gens se marient, les bobos s'achètent, les bonbons. Moi, je viens du village, je sais comment c'est. Quand le paysan a l'argent là, il achète tout. Donc, les transports marchent, les huiles marchent, tout tourne quand l'économie marche. Mais en plus de cela, nous avons fait plus de 300 milliards ont été investis pour calmer le front social. 300 milliards de francs CFA. Sans aucune aide extérieure. Pour vous donner un chiffre, en 2020, on était, si je m'abuse, à peu près à 500 milliards d'appui budgétaire extérieur. En 2022, on n'a rien eu, sinon des miettes. On a augmenté les revenus des populations de 300 milliards. On a équipé notre armée avec des équipements ultra modernes que peu de pays ont à leur disposition aujourd'hui, qui font les prouesses dont je viens de vous parler. Au même moment, en plus, on a payé 400 milliards pour les dettes fournisseurs, 175 milliards de différentes subventions, et puis des investissements stratégiques dans des secteurs clés, comme la Comatex, l'UMPP, les chemins de fer, la Somafil et la Sorel. Et tout cela montre quand même qu'il y a une efficience dans la gestion. Parce qu'enfin, on nous avait fait croire que si l'extérieur ne nous aide pas, on ne peut rien avoir. Les citoyens n'avaient pas confiance en eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit, avec la confiance des opérateurs économiques, tout peut aller au Mali. C'est les uns des plus dynamiques en Afrique. Et nous vous devons la stabilité dans notre pays aujourd'hui. Malgré tout ça, il y a la crise. Il y a l'insécurité. Est-ce que vous savez que, malgré la crise sécuritaire, qui a baissé le PIB de 3 à 4%, nous avons eu le meilleur taux dans la sous-région d'inflation, le meilleur taux de pression fiscale dans la sous-région, le meilleur. Les statistiques que je vous donne sont travaillées par les spécialistes. Moi, je cherche les chiffres pour m'orienter à partir des orientations que nous donnons. On a la crise, nos citoyens meurent, nos villages sont détruits. Malgré tout, nous avons une croissance de 3,7 points. En 2020, nous avions une croissance négative. Concernant la Sorel, beaucoup de Maliens s'interrogent. Vous savez, pendant les assises nationales de la refondation, l'une des demandes fortes des Maliens, il faut que l'or malien brille pour les Maliens. Il faut auditer le secteur minier. Notre, j'allais dire, excellent ministre de l'économie et des finances, excellent ministre de l'industrie, notre excellent ministre des mines, sur les orientations du président de la transition, on fait faire l'audit et on a les résultats aujourd'hui. Et je vous assure, le président a pris ce dossier en main propre, comme il prend la Constitution. Parce que nous avons trouvé des choses, pendant près de 30 ans, des gens se sont livrés à tout ce qu'ils voulaient. Or, les ressources minières appartiennent au pays, à l'État. Des comptes offshore souvent, qui ne sont pas autorisés. D'autres sont autorisés.
dans des règles discutables, des fonds qui ne sont pas rapatriés, et souvent des individus qui sont plus riches, moi j'en connais que l'État, à travers les mines, sans travailler, parce qu'ils étaient dans des hautes fonctions de responsabilité. Comme une sorte de concurrence déloyale aux opérateurs économiques. Les richesses du sous-sol, le président a demandé qu'avant la fin, le milieu de l'année, qu'on modifie le code minier pour que les richesses du Mali reviennent aux Maliens. Vous savez, on a quand on exploite des richesses quelque part, on peut avoir des milliards d'investissements dans les communes. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les communes où on exploite l'or n'ont souvent rien sauf à leur donner de l'eau empoisonnée. Mais le président a dit de mettre fin à tout ça, mais il faut le faire légalement. C'est pourquoi on ne se met pas à tout de bras à emprisonner les gens. Il y a beaucoup qui crient dans les meetings, mais en réalité, ils sont convaincus qu'ils ont tout caché. Mais les audits ont montré qui est qui. Et le président a décidé d'ouvrir le livre des opérations minières pour le voir clair, qu'on modifie le code minier, qu'on voit ce qu'il y a à rapatrier, ce qu'ils doivent à l'État qui lui donne pour que les Maliens sachent que l'or brille pour le Mali. On parle de l'or, mais en réalité, je ne vais pas m'étaler, il y a beaucoup de minéraux stratégiques. Et j'ai dit souvent à nos amis, l'avenir du Mali, là, c'est au nord. Il y a quelques ignares qui ne comprennent rien, qui disent Ayatangou et Douma. L'avenir du Mali, là, c'est au nord. Au XXe siècle, au XIXe, les États faisaient la guerre pour avoir ce qu'ils appellent l'espace vital. Nous l'avons déjà. Nous étions à l'école, dans les jardins des élèves, mais les pommes de terre n'avaient pas d'engrais, mais elles étaient très grosses. Parce qu'il y a l'engrais naturel, il y a le sel, les mines. On parle beaucoup des mines de Sadiola et autres, mais on ne sait pas ce qu'il y a au nord. Souvent, les gens se baissent seulement, ils ramassent l'or. Et puis dans 50 ans, nous on ne sera pas là. Dans 40 ans, la population du Mali sera peut-être 50 millions, 100 millions. Les villes vont être étroites. Le Mali a tout pour aller de l'avant. C'est pour cela que nous ne céderons 1 kilomètre de pouce à qui que ce soit dans notre pays. Et les Maliens sont prêts à investir dans leurs armées pour que la sécurité du Mali, l'intégrité du territoire soit respectée, mais que tout le monde soit respecté au Mali. Quelle que soit sa nature, son ethnie, sa religion, même s'ils sont 10 sur 20 millions qui pratiquent une religion, il faut les respecter. Qui sont d'une ethnie, il faut les respecter. Qui sont d'une culture. On dit que la démocratie, souvent on dit c'est la voie de la majorité. La démocratie se mesure aussi au respect des droits des minorités. C'est ça aussi une face de la démocratie dont on parle très peu. Voici ce que je voulais vous dire. Et actuellement, je vous assure, notre seul objectif, c'est qu'à la fin de la transition, tous les grands maux qu'on a constatés dans le pays, qui ont été dénoncés par les assises, qu'on puisse les régler, pour que celui qui vient, vraiment il gère le pays, qu'il n'ait pas tous les jours à fermer un œil, l'autre œil ouvert, parce que le pays peut être renversé à tout moment. Il faut que le pays soit stable, bien sécurisé, que chacun fasse son travail. C'est à cela que le président de la transition et le gouvernement que nous dirigeons est dédié. On n'a pas d'autre agenda. Et c'est pour cela que j'ai fini par ça. Le président récemment a soumis à tout le monde la nouvelle constitution. Je voudrais que les opérateurs économiques, qu'on ne veut pas vous lire ce qu'il y a là-dedans, il faut lire et vous faire votre opinion, parce que votre place, personne ne peut l'occuper. Donc quand on prend les grandes décisions, il faut qu'on écoute ce que vous voulez aussi. Et cette constitution, le président l'a donnée déjà au Mali. Lisez et pesez de tout votre poids pour que ce que les Maliens veulent, le Mali nouveau, qu'il passe à un pourcentage suffisant pour que les Maliens aient l'impression qu'effectivement, Mali Kouranana. Merci bien pour votre attention. Monsieur le Premier ministre, il vous appartient d'ouvrir la séance. Vous savez, j'ai laissé mon discours, la dernière partie, je vais la lire. Ça, le ministre m'a fait un excellent discours.
Je les félicite d'ailleurs avant de venir et vous dire qu'avant de terminer cette séance, je renouvelle mes vifs remerciements au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à tous ceux qui ont contribué à la parfaite réussite de cette organisation. En souhaitant pleine réussite aux travaux, je déclare ouvert le forum économique de Ségou. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu vous bénisse tous les participants et tout le peuple malien. Merci bien. La séance est levée.